Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Et Brice Nzamba, Maître Brice Nzamba m'a rejoint. Merci, Maître Brice Nzamba, de m'avoir rejoint pour cette dernière partie. Maître Reti et Maître Zampaligré sont restés avec moi. Je vous remercie. Si le Burkina Faso réussit à juger selon les normes internationales Blaise Compaoré, il donnerait au nom de l'Afrique la preuve que les Africains peuvent juger des Africains en Afrique. Mais ceci légitime-t-il pour autant le souhait de certains chefs d'État de se retirer de la CPI? Nous avons posé la question à Anatole Anissé Makosso. Il est magistrat spécialiste du droit pénal international, écrivain, par ailleurs ministre congolais de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire et secondaire. On l'écoute, on en parle après. Les États ont la possibilité de juger eux-mêmes déjà les personnes qui pourraient être poursuivies pour des crimes de cette nature, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Parce qu'il faut retenir que la Cour pénale internationale, par exemple, n'est que complémentaire à la compétence des États. Et la Cour pénale internationale ne se saisit pas d'office. Elle est saisie par les États. Et elle ne se saisit que, au terme de l'article 17 du statut de Rome, si les États sont dans l'incapacité de juger eux-mêmes les auteurs des crimes dont il s'agit, ou si les États n'ont pas la volonté de le faire. Ce qui revient à dire que plutôt que de rechercher d'abord une juridiction africaine pénale compétente, il appartient simplement aux États d'organiser leur système judiciaire et d'exprimer leur volonté de poursuivre les personnes coupables ou présumées coupables, et c'est déjà suffisant. On n'aura plus besoin là de la Cour pénale internationale si les États, en vertu du pouvoir qui est le leur, en vertu des principes de leur souveraineté et du caractère complémentaire de la Cour pénale internationale, traduisaient de bonne foi les présumés coupables devant leur juridiction. Le cas de Gbagbo, qui a été traduit devant la Cour pénale internationale, ce sont les États eux-mêmes. Gbagbo n'a pas été traduit par la Cour pénale internationale par une résolution du Conseil de sécurité ou par une autosaisine de la Cour pénale internationale. Ce sont les États. C'est la Côte d'Ivoire qui estime qu'on pouvait traduire Gbagbo devant la Cour pénale internationale et a procédé ainsi à sa remise devant la Cour pénale internationale. Peut-être qu'à ce moment, la Côte d'Ivoire estimait qu'elle n'était pas dans un État ou avec un appareil judiciaire capable d'engager des poursuites pour ce cas. Et c'est pour cette raison qu'ils l'ont remis à la Cour pénale internationale. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est rendue compte qu'elle pouvait juger Mme Gbagbo pour des infractions relativement similaires devant ces juridictions, elle y a procédé. Je prends le cas du Congo, par exemple. Le Congo a depuis 1998 une loi du 31 octobre 1998 qui fixe et qui prévoit et punit les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Le Congo a adopté une constitution où il a procédé à l'abolition de la peine de mort. Le Congo a une justice qui fonctionne normalement. Est-ce que le Congo serait dans l'intérêt, par exemple, de traduire ses ressortissants devant la Cour pénale internationale? Je me demande même si la Cour pénale internationale se considérerait compétente en la matière, ce d'autant plus que le Congo, par exemple, réunit les conditions de juger des ressortissants dans son pays. Il en est de même pour les autres États africains. Brice Nzamba, ce que dit Anatole, le ministre Anatole Makosso, c'est que, se fondant, s'illustrant du cas burkinabé, les États africains sont en situation, en principe, d'organiser leur justice pour connaître des crimes de masse qui sont commis sur le continent et que, par conséquent, pour besoin de la CPI. Oui, bah, écoutez, moi, ce que je peux dire que, comme on dit souvent en France, qu'il ne suffit pas de voir une hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà, c'est pas pour faire être un peu dans le négatif, mais je pense qu'il ne faut pas confondre, parce que ce qui se passe au Burkina, c'est dans une suite historique. On a un peuple qui était sous la chape de plomb, il s'est battu, il s'est libéré.
Et donc, dans cet élan de liberté, il y a une justice qui s'installe et qui a soif de faire ses preuves. Parce que cette justice, précisément, est fondée sur des principes issus de cette insurrection qui replacent le peuple dans sa souveraineté. Donc, c'est pour cela que la justice, avant tout, elle est dite au nom du peuple. Du peuple burkinabé. Voilà. Maintenant, à partir de ces moments-là, si on peut avoir la preuve objective que dans les États africains, il est possible de rendre une justice au nom du peuple. Parce que quand je dis au nom du peuple, parce qu'il ne faut pas oublier que les États, à la base, sont faits ou constitués pour garantir les libertés individuelles. C'est pour ça que dans les constitutions, dans le préambule, il y a des éléments de des traités internationaux et précisément qui sont incorporés dans les préambules de nos constitutions. L'État, sa mission, c'est avant tout de garantir ces libertés-là. Tout à fait. À partir du moment où l'État détourne sa mission, c'est-à-dire qu'au lieu de garantir ces libertés à travers une justice qui est autonome, et l'État ne permet pas à la justice de rendre une justice au nom du peuple, donc qui garantit ces libertés-là, oui. Il est tout à fait dans l'intérêt de ces peuples, précisément, que des structures internationales, par ailleurs, ce sont les États eux-mêmes, il faut le préciser, parce que nul ne peut rendre une justice au nom d'un peuple qui ne lui a pas conféré ses droits. Alors, c'est pour cela que quand un État signe un traité, l'État, qui donc, lui, est détenteur de la souveraineté de son peuple, délègue cette souveraineté du peuple à travers ces traités en reconnaissant à cette cour ou à cette institution internationale le droit, au nom de son peuple, via le traité, de juger les personnes d'une partie de la souveraineté. Exactement. Donc, pour revenir à votre question, je pense que le cas du Burkina va faire jurisprudence, je l'espère. Mais selon vous, ça ne justifie pas, ça ne légitime pas le souhait de certains pays. Non, mais parce que c'est qu'il faut dire. Oui, très rapidement, voilà, s'il vous plaît. Ce qu'il faut dire, c'est que derrière cette volonté qu'on veut nous afficher d'une sorte de souverainisme ou de nationalisme qui ne dit pas son nom, se cache derrière la volonté de certains hommes politiques de se soustraire à la justice internationale. Équitable. Voilà, équitable. Parce que précisément dans leur propre pays, il n'est pas possible de rendre une justice autonome qui pourrait rendre une justice équitable aux victimes. Maître Eti, peut-on dire que ce que dit le ministre Makosso n'est valable aussi longtemps que les auteurs des crimes ne sont plus au pouvoir? Moi, je crois que là encore, quand on prend l'Afrique de manière globale, on se trompe. Il y a Afrique et Afrique. Il y a des disparités importantes d'un pays à un autre. Personne n'entend parler des Est-Africains, par exemple, qui sont les anciennes colonies anglo-saxonnes, qui ont un sens de la justice, qui savent exactement quel est le poids de la justice, etc., et qui font juger des hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui sont jugés en Tanzanie, à Nairobi, etc., et personne n'en parle. C'est parce que c'est tout à fait normal. Bon, c'est vrai que ce mal judiciaire est souvent, malheureusement, romano-germanique. C'est souvent les anciennes colonies franco-belges qui excellent dans cette façon éventuellement de monopoliser à la Bonaparte l'appareil judiciaire, au point d'en revenir à ce que a dit mon confrère, que finalement je suis l'autorité, donc je suis la justice. Et c'est là le vrai problème. Mais non, le reste de ce qu'il a dit est vrai. C'est que personne n'est obligé d'aller à la CPI. Aucun État africain n'est obligé d'aller à la CPI. Ils ont signé librement, etc. Mais maintenant, moi, je voudrais tout simplement profiter d'ailleurs pour rendre hommage à une femme, Madame Babo. Madame Babo, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui a gagné ce procès de non-présentation à la CPI, mais c'est Madame Babo qui a dit « Moi, je préfère me présenter devant la justice, mais la justice de chez moi ». Et en faisant ce qu'elle a fait, et en obtenant éventuellement cette possibilité d'acquittement, elle a sauvé toutes les premières dames d'Afrique. Parce que, en essayant de traduire Madame Babo en justice, on créait automatiquement une sorte de complicité automatique entre le chef d'État et leurs épouses. Heureusement que cette femme a sauvé toutes les femmes africaines, toutes les premières dames africaines. Il faut lui rendre hommage. Maître Zampaligré, quel est votre avis sur la possibilité aujourd'hui pour les États africains d'organiser sur leur territoire le procès des auteurs des crimes de masse? Devons-nous couper le cordon ombilical d'avec la CPI?
comme le recommande le ministre Anatole Makosso. Oui, merci. Comme vous le dites si bien, vous parlez de crimes de masse avec des incriminations. Ce qui n'est pas encore le cas pour Blaise Compaoré. Voilà, donc puisqu'on connaît déjà ce qui a été échafaudé au niveau international et qui nous permet aujourd'hui de parler du crime contre l'humanité pour rendre opérationnel la CPI en termes de subsidiarité. Oui. Le principe de subsidiarité, il est bien à rappeler. C'est nous-mêmes qui disons, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas juger. Et en son temps, au début de la reconstruction ivoirienne, je pouvais comprendre que l'appareil judiciaire et tout l'appareil d'État, d'ailleurs, de la Côte d'Ivoire était à terre, que le président Alassane Ouattara puisse trouver un alibi pour extrader, exfiltrer l'ex-président Gbagbo vers la CPI. Mais encore une fois, notre souhait est qu'il y ait une véritable évolution dans la gouvernance politique de nos États. C'est ça, le premier. Le gros problème que nous avons. L'élément fondamental. L'élément fondamental, c'est celui-là. C'est-à-dire que l'impunité a eu un effet tellement néfaste puisqu'elle a rompu le lien de confiance qui peut exister entre un peuple et ses dirigeants. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a une justice à deux vitesses. Lorsque le Burkinabé d'en bas enfreint la loi, et très vite il est poursuivi et fortement sanctionné. Alors que lorsqu'il s'agit de la classe politique, du politique, on trouve des aménagements, on trouve des arrangements, et ce n'est jamais effectif, et c'est cela le gros problème. Nous voulons que demain, n'importe qui soit responsable de ses actes, y compris les politiques. Il faudrait qu'on commence à responsabiliser et à parler davantage en ces termes-là. De la sorte, on arrivera d'ailleurs à éviter les excès avant qu'elles ne se réalisent. Parce qu'on ne sait pas pourquoi un ministre ou un ancien président ne reviendrait pas dans son village et pour y vivre normalement après avoir exercé légalement un pouvoir. Sinon, mettons peut-être cet État moderne au rebut et revenons sur nos entités villageoises des chefs traditionnels. Voilà le gros problème. Sur l'indépendance de la justice, je voudrais quand même aussi dire qu'il y a bien sûr la responsabilité des politiques qui finalement ont fini par prendre la place du pouvoir judiciaire, mais je suis intransigeant vis-à-vis aussi des magistrats et des juristes africains. Parce qu'on peut à la rigueur comprendre que le peuple, lui, s'efface berné. Mais quand on a des très hauts magistrats, des hauts juristes, etc., qui peuvent se mettre ensemble et dire, voilà, au nom de mon indépendance et au nom des pouvoirs que et de l'honneur de ma profession et l'honneur de ma profession, je refuse ou j'agis. Bon, le jour où ces gens-là vont se lever, ils vont libérer l'Afrique. Mais malheureusement, ils ne le font pas encore. Nous avons parlé, on a tout à l'heure pris... Je voudrais demander là-dessus très rapidement. Pour tirer ma révérence s'il vous plaît. Aux avocats du Congo-Brazzaville, qui, lorsque l'un de leurs, Maître Essou, a été détenu de façon arbitraire à Brazzaville, tous les avocats ont fait grève. Ils ont fait grève. Absolument. Pas solidarité corporatiste. Exactement. Tout Parce qu'ils se sont dit, mais au-delà de la solidarité corporative, parce que c'est tout un symbole. Quand on met un avocat en prison, alors qu'on n'a pas encore d'éléments objectifs, et que le bâtonnier ne s'est pas déplacé pour pouvoir assister à sa perquisition, etc., moi, je pense que pour soutenir ce que venait de dire mon excellent confrère, au Congo, il y a une conscience au niveau des avocats qu'il est important, quand le droit est atteint, notamment l'un de leurs qui est un symbole de défense, un auxiliaire de justice, de s'élever. Quelques secondes, très rapidement, Maître Reti, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est tout à fait juste. Les anglo-saxons ont le sens de l'honneur, du respect, de la justice et du droit. C'est sans doute à ce titre que Uhuru Kenyatta, le président kenyan, a décidé d'aller répondre en personne au juge de la CPI. Peut-on imaginer aujourd'hui Blaise Compaoré, en dépit de sa nationalité ivoirienne, et au nom de l'honneur dire « je rentre au Burkina Faso, répondre au juge de mon pays et assumer mon passé, ma vie ». Moi, je le lui conseille pour une raison. C'est que déjà, les juges burkinabés se sont montrés tout à fait objectifs en déclassant certaines des chefs de prévention qui auraient pu normalement le toucher en tant que chef d'État.
Mais maintenant, sur l'autre point, on sait très bien maintenant qu'il est poursuivi pour des crimes de droit commun. Moi, je pense qu'il a la chance, effectivement, de s'en tirer en justifiant tout simplement qu'il s'agit peut-être éventuellement d'homicide involontaire, sans forcément en sortir avec cette peine de mort. Mais seulement, il y a une chose qui, me semble, va être une difficulté pour la justice burkinabé. C'est l'existence de la peine de mort. Oui. Ça va faire qu'il y aura beaucoup de sabotage dans la procédure. Mais nous reviendrons à l'occasion donc de l'ouverture du procès sur le dossier burkinabé. Maître Reti, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous êtes ancien président des avocats du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Maître Isaka Zampaligré, vous êtes vous également avocat au barreau de Paris. Merci à vous, maître, d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.